tout le monde, c'est Stéphanie Plante, la conseillère pour le quartier 12, Rideau-Vanier, ici en salle chez Rogers, sur le chemin Richmond à Westboro. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Bigus Bangura, un joueur de basket professionnel. Il y en a qui savent, moi, je suis arbitre au basketball, alors je suis toujours curieuse de savoir l'autre perspective. Comment ça va, Bigus? Ça va très bien, et vous, Stéphanie? Ouais, est-ce que vous êtes entraîné ce matin? Oui, on fait 4 heures du matin, puis encore chez moi à 7 heures. Oh my God, Donc, OK. Wow. OK. Ben, j'ai à peu près une dizaine de questions à vous poser et si jamais vous avez des questions à me poser, je suis toujours prête à vous répondre. Mais on va absolument focuser sur toi aujourd'hui. D'accord. Alors, tu as grandi à Ottawa dans une famille d'origine guinéenne. À quel point cet héritage et cet environnement ont façonné ton parcours autant que le terrain que dehors? Oh, merci. En fait, très bonne question. Mon héritage guinéen m'a vraiment aidé avec mon parcours, surtout de façon culturelle. Ça m'a appris des bonnes valeurs, des bonnes habitudes que j'ai apprises. Mes parents sont venus ici comme étant immigrants en 96, si je ne me trompe pas. Ils ont fait beaucoup de sacrifices avec moi. Donc, dès l'âge de 5 ans, 4 ans, j'ai su que chaque opportunité que j'ai eue, comme étant enfant d'immigrants, c'était vraiment une opportunité que je ne prenais pas à la légère. Et ces sacrifices, j'y pense à chaque jour. Mais aussi avec la diversité de la culture d'Ottawa, j'ai pu aussi savoir que peu importe où je serais dans le monde, donc soit que je joue en Chine, en France, au Canada, en Espagne présentement, ou même en Abidjan avec l'équipe nationale, j'ai su que j'aurais jamais eu un choc culturel, puisque la diversité que j'ai trouvée à Ottawa était assez comparable à ce que je vois au monde entier. Est-ce qu'il y a une grande communauté guinéenne ici à Ottawa? Assez grande. Elle est plus grande à Montréal. Donc, ma sœur vit à Montréal, mais à part que ça, j'ai des cousins et des cousines qui sont au nord, vers Aylmer. Oh. À Aylmer, ma grande sœur ici vit à Aylmer, donc j'ai pu connaître assez les Guinéens. Même au collège, j'étais avec mon ami Aruna, qui était guinéen aussi, puis on a pu jouer ensemble au collège, la cité collégiale. Donc, c'était assez intéressant. Cool, OK. Alors, tu n'as pas commencé le basketball très tôt. Tu as commencé, je pense que tu avais 15 ans, tu m'avais dit. Exact, ouais. Est-ce que qu'est-ce qui t'a permis de rattraper ce retard et te rendre au niveau professionnel? Oh, wow. OK. Bonne question. C'est vrai, j'ai eu un début assez tardif avec le basket, comme tu as dit, à l'âge de 15 ans. C'était vraiment un âge où j'ai pu... D'abord, j'ai grandi, j'ai fait en 9e année, j'étais à peu près 5 pieds 6, disons 1m70 là. Et puis, au début de 10e année, après l'été, j'étais à 1m90 ou 1m92, Wow. 6 pieds 2. Donc, avec ça, et puis aussi la maturité que j'avais déjà à l'âge, je sais qu'avec les tâches que j'avais devant moi, c'était des tâches ciblées, où j'étais déjà discipliné. J'avais déjà mon parcours scolaire qui était déjà en place et puis je savais déjà ce que je voulais faire dans mon futur. Donc, maîtriser le basket avec les tâches conscientes et puis me maîtriser dans chaque développement que je faisais et puis je savais quel parcours à y parvenir. C'était assez simple et assez... de façon inéluctable aussi. En fait, le basket aussi, d'une façon ou d'une autre, c'était aussi mon sanctuaire. J'étais assez isolé dans ma vie personnelle et, comme ils disent, anti-social. Donc, le basket, c'était vraiment un environnement où j'ai pu me trouver un moment sanctuaire où je pouvais m'entraîner, rester du calme et puis juste me retrouver comme étant une personne. Mais c'est intéressant que vous disiez ça parce que c'est quand même un sport d'équipe. Il faut quand même pratiquer avec les autres. Alors, le fait que tu dis que tu es comme anti-social, ça tombe bien, j'imagine, parce que tu es rendu au niveau professionnel. Alors, ouais. C'est vrai. Tu as raison, c'est un sport vraiment d'équipe, mais de façon ou d'une autre, il faut être individuel dans un groupe en même temps. Donc, il faut s'assurer que tu as ta propre identité pour pouvoir parvenir avec l'équipe pour avoir le même succès. Donc, ouais. OK.
Je te crois, ouais. Mais avant de spécialiser, tu faisais plusieurs sports. Est-ce que ça t'a donné un avantage aujourd'hui dans ta façon de jouer ou de comprendre le jeu? Je dirais que oui. C'est vrai, j'étais multisport, multidiscipliné. Je faisais le tennis, le rugby, un peu de rugby à cause de mon grand frère et ma grande sœur, le foot, soccer, et le volley. Donc, à chaque discipline, tu vois plusieurs différentes façons de voir le jeu. Par rapport au tennis, c'est plutôt la discipline pouvoir utiliser les deux mains, la réaction, comment tu peux réagir de façon instantanée. Avec le rugby, c'est pouvoir avoir le contact, savoir comment jouer malgré être blessé, malgré n'importe quelle difficulté que tu as sur le terrain. Le volley, c'est savoir où tu es situé sur le terrain, voir tes coéquipiers, savoir où la balle serait à n'importe quel moment. Donc, c'est des choses que j'ai pu facilement intégrer avec le basket, où j'ai vu avec le basket, c'est un sport, surtout en Europe, où il y a beaucoup de contacts. Savoir comment jouer malgré les contacts, malgré que tu n'as pas les sifflets. Savoir où te situer dans le terrain, savoir comment réagir de façon instantanée. Alors, les arbitres en Europe ne sifflent pas quand il y a du contact avec la balle? Je vais continuer à jouer en Europe, donc je vais éviter cette question. Sinon, ça va pas bien se passer. Mais oui, et puis aussi, surtout avec le foot, pouvoir bien se situer avec les pieds, les positionnements des pieds sur le terrain, comme ils disent, footwork, savoir bien maîtriser la balle aussi. Donc, hand-eye coordination, savoir comment bien se situer à tout moment sur le terrain. Puis, en même moment, dans tous ces sports, c'est aussi des sports d'équipe, de communication aussi. Le sport, c'est le sport de tennis, mais quand même, il faut savoir qui tu es comme étant un joueur pour pouvoir parvenir au tennis, ce qui m'a aidé aussi avec le basket. Et de tous ces sports-là, autres que le basket, lequel est ton préféré? Question difficile. Je crois que mon sport préféré à jouer dans tous ces sports serait le tennis. OK! Le sport que que j'ai mieux aimé dans mon parcours, c'était le volley. Ah oui? Ouais. Ben, t'es 6 pieds, c'est quand même assez grand, alors je pense que Non, à ce moment-là, je faisais 5-4 quand OK. j'ai arrêté de jouer au volley. Ouais. J'ai essayé de reprendre encore à l'université de façon intramurale, mais c'était pas le même parcours. Intéressant. Alors, toi, tu joues en Espagne. Oui. OK. Oui, il ne fait pas moins 30. Je veux juste clarifier ça en janvier. Est-ce que c'est un gros changement culturellement et sportivement? On a parlé des arbitres là, brièvement. Qu'est-ce qui t'a plus surpris en arrivant là-bas, culturellement, dans ton sport, etc.? De façon générale, j'ai pas eu trop de choc culturel avec l'Espagne. Je crois que j'avais déjà compris ce que je parvenais avant de signer mon premier contrat en 2021. Donc, j'ai su que ça va être un pays, selon moi, un pays très ouvert, où tout le monde est très amical, très amicaux plutôt, où tout le monde veut s'intégrer. Mais c'était plutôt le style de jeu qui était un peu plus différent. En Europe, et surtout en Espagne, c'est un sport très détaillé, très structuré, où c'est un sport collectif. Comparé à ce que tu vois aux États-Unis avec la NBA et la NCAA, c'est vraiment un sport d'individualisme, ou plutôt c'est un sport où les individus montrent plutôt leur talent que l'équipe, où tu vois, c'est vraiment spécialisé sur le skill work et tout ça, mais en Europe, c'est vraiment aimé que c'est l'équipe qui parvient en premier, où tu vois, c'est assez de façon, la balance entre les points. Tu vois, c'est toujours quelqu'un qui a 10 points, 15 points, 13 points, 12 points, 9 points. Au NCAA ou la NBA, tu vois, c'est quelqu'un qui peut facilement avoir 30 et les autres coéquipiers à peut-être 6 points, 7 points. Donc, avec cette dynamique, c'était intéressant, mais le Canada joue un rôle assez important avec ça, où tu vois, maintenant, avec l'équipe nationale, que
ils intègrent facilement le jeu européen, mais aussi le jeu américain, où tu peux voir des individus qui ont la capacité des Américains de jouer le jeu individualiste, mais en intégrant aussi le parcours et la mentalité européenne. Donc, personnellement, je préfère la mentalité européenne, jouer en wow, collectif, OK. jouer ensemble, mais de façon générale, je crois que le jeu était assez stable. Et puis, j'ai pu facilement me parvenir. Ça m'a pris peut-être 2-3 matchs, bien sûr. Ouais. L'intégration, la langue, et ainsi de suite. Mais j'ai une mère qui est interprète, puis elle parle 14 langues. Donc, une des langues qu'elle a appris à un jeune âge, c'était à Madrid, c'était l'espagnol. Donc, elle nous a appris l'espagnol, elle nous parlait espagnol, elle nous a mis dans l'école espagnole. Et puis, ça joue en sorte que la première équipe que j'ai pu jouer avec, c'était à Alcora, à côté de Castellón, et puis c'était une équipe en Espagne. Et j'imagine que c'est la même chose quand vous avez joué pour l'équipe nationale de Guinée, ou est-ce que le style en Afrique, c'est encore différent? Le style en Afrique, c'est brut. Wow! Point final. C'est vrai, ils jouent... en fait, jouer avec l'équipe nationale, c'était en fait un de mes moments les plus heureux que j'ai eu dans ma carrière. Pouvoir faire gloire à ma famille, bien sûr, avoir un nom Bongora sur un maillot. Mon père a joué pour l'équipe nationale, donc à différents domaines, mais pouvoir jouer dans l'équipe nationale et choisir pour l'équipe nationale, c'est assez fort, mais en termes généraux, ouais, c'est pas vraiment le sifflet. Le sifflet, comme ils disent en anglais, le sifflet était dans la poche des arbitres. Ils l'ont vraiment serré. C'était pas... Ils t'ont laissé... Si tu tiens un peu, ils vont te dire « lève-toi ». Donc, mais c'est amusant. Pour moi, j'aime vraiment un sport quand c'est assez brutal, c'est assez féroce comme discipline. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé. Puis, c'est un style de jeu différent, mais je crois que ça parle à l'esprit africain où tout le monde se sent des guerriers. On est tous des guerriers. Ah, intéressant. Wow. Ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cette perspective. Comment décrirais ton évolution depuis que tu es en Europe? Est-ce que ce passage t'a appris sur toi-même? J'aurais dit que mon évolution, c'était à mieux me connaître comme étant individuellement. Bien sûr, être dans un nouveau pays, c'est assez isolant. Tu connais pas tout le monde, mais j'ai pu avoir ma famille, donc être en contact avec eux chaque semaine ou à faire des appels m'a vraiment aidé à mieux me connaître comme étant un individu, mais aussi à mieux me concentrer sur ma discipline. J'ai fait exprès de trouver une équipe qui était assez isolée. Donc, la ville d'Alcora, juste pour contexte, a une population de 10 000 personnes. Oh, wow! Ouais, très, très petite dans les montagnes. Ce qui fait comme très beau paysage. Voir des montagnes d'un côté, tu vois la plage de l'autre côté, la mer Méditerranée. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu prendre beaucoup de marches, puis aller au gym n'importe quel moment que je voulais. J'avais accès au gym avec la clé, donc je me souviens après un match, je crois qu'on avait gagné de 5 points ou quoi que ce soit. J'avais fait peut-être 15 points, mais j'avais loupé plein de paniers. Puis à 2 heures du matin, en revenant, de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin, j'étais là au gym, seul. Wow. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant et ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur ma discipline et à continuer à voir que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. C'est vraiment une discipline que j'aime. Et ça me donne beaucoup de paix de même faire. Donc, c'est un peu bizarre parce que ça peut me stresser, mais même si ça me stresse, ça m'aide aussi à me calmer. Donc, ouais. Peux-tu juste me décrire aussi une journée? Est-ce qu'il y a des journées typiques pour toi comme athlète professionnel quand tu es en équipe, comme tu te lèves, tu manges des protéines, j'imagine, tu t'entraînes, comme c'est quoi? Comme tu vas pas juste au match. Il y a des choses qui arrivent entre les matchs. Qu'est-ce qui se passe entre les matchs? Donc là, 2 différentes journées, bien sûr. Là, 3 différentes, je dirais. Là, un jour de repos, là, un jour de match, et puis là, un jour quotidien où tu as des entraînements. J'ai commencé avec le jour de repos. Le jour de repos, normalement, tu veux toujours être actif. Donc, normalement, je vais me réveiller vers 4h, 5h du matin. Mais un jour de repos, je me réveille peut-être vers 7h, 6h. Et de là, je vais au gym, je vais au physio, puis je me retrouve à la maison peut-être vers 1h, 2h. Je me repose afin de ne pas trop mettre d'ampleur sur mon corps. Un jour,
quotidien quand j'ai entraînement, normalement, il faut s'entraîner, selon moi, 3 fois par jour. Donc, Oh. déjà, tu as ton entraînement de 4 heures du matin, tu es au gym à peut-être 5 heures, 5h30. Tu fais la musculation. De la musculation, je vais au terrain, peut-être vers 8h30. Je fais mes shoots et autres. Je reviens à la maison, je ferai mes déjeuners, ce que je veux. Après, j'ai une session individualiste, c'est-à-dire je me remets sur le terrain, puis avec un coach, on shoot ensemble, on fait la discipline, on regarde ce qui a comme prochain adversaire. Et puis, ça dépend aussi de la journée. La certaine fois où tu dois parler aux sponsors, ou partir à une école, ou partir à un supermarché, faire des choses, faire promotion de ton équipe, ainsi de suite, ou aller voir ton coéquipier J'avais un coéquipier qui faisait sa graduation un jour, donc on est tous partis ensemble. Donc, ça vraiment dépend du jour. Mais de façon quotidienne, c'est assez simple. Donc, matin, tu as entraînement, musculation, ensuite un entraînement individualiste avec un entraîneur. Et puis, on fait durant l'après-midi ou la soirée, vers 19h, 18h, tu as un entraînement avec l'équipe. Donc, tu fais ton entraînement avec l'équipe, après tu vas te coucher, tu le fais encore le lendemain. Le jour de match, c'est un peu différent. Donc, tu veux faire ton workout ou la musculation peut-être 2 heures, 3 heures avant le match. Et puis de là, tu te mets en place pour commencer le match. Donc, c'est une journée raccourcie, tu te maîtrises, mais tu mets le focus sur le match. Donc, tu ne veux pas trop élargir ta journée. Tu veux juste la raccourcir, juste pour avoir l'énergie nécessaire pour le match. Donc, ouais. Et après le match, après un match, Après le match, qu'est-ce que vous faites? si on a gagné ou si on a perdu, ça dépend. De façon générale, si tu as gagné ou perdu, tu regarderas ton match. Ah oui? Tu vas un peu voir ce que tu as fait de bon, ce que tu as fait de mal. Et de là, tu fais ton parcours, tu parles à tes coéquipiers, tu parles à ton entraîneur, tu parles à ton general manager, puis tu regardes, OK, quelles sont les choses qu'on peut améliorer comme étant une équipe, comme étant un individu. Et puis, ouais, c'est comme ça le parcours en général. Intéressant. OK. On sait que dans une carrière comme la tienne, les opportunités peuvent évoluer rapidement. Comment tu réfléchis à la suite et qu'est-ce qui guide tes décisions? Wow. Présentement, je dirais ce qui guide mes décisions, c'est d'être le plus stratégique possible. Donc, trouver la meilleure opportunité où je peux devenir le meilleur joueur possible. Maintenant, j'ai beaucoup d'impact, mettons, de façon culturelle ou avec la communauté. Donc, j'essaie de trouver des moments aussi où je peux m'intégrer avec la communauté, m'intégrer avec des personnes alentours comme vous. Mais aussi savoir que je peux devenir une meilleure personne en termes généraux. Donc, si c'est une situation où je vois que je ne serais pas pleinement utilisé ou je ne serais pas utilisé ou je ne serais pas plutôt poussé à devenir une meilleure personne, je crois que ce n'est pas une position qui m'intéresse au moment précis dans ma carrière. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment le cheminement présentement, c'est stratégique. Trouver une position qui va me développer et puis ça serait toujours de trouver un moyen de parvenir au prochain niveau et de monter le niveau jusqu'à temps que je peux aller au plus haut que je peux. Et est-ce que tu retournerais en Espagne ou tu aimerais jouer ailleurs? Très bonne question. À suivre. À suivre, OK. À suivre. OK. Quand tu regardes ton parcours jusqu'ici, quel est le moment qui te rend le plus fier? Wow. Honnêtement, je crois qu'en termes généraux, il n'y a pas un moment spécifique. Mais je crois que c'est le parcours général. Le chemin que j'ai parvenu, ce n'était pas un chemin facile. Il y a beaucoup de moments où je me suis douté. Il y a beaucoup de moments où c'était plus facile à tout laisser tomber, en fait, que de continuer. Mais pouvoir parvenir, pouvoir continuer mon chemin, c'était quelque chose de très spécial pour moi. Mais surtout, la chose qui me fait le plus fier, c'est de faire fierté à ma famille. Ils m'ont aidé dans tous les moyens possibles. Je ne serais pas capable d'être là sans eux. C'est un cheminement qui m'ont aidé à n'importe quel moment, à n'importe quelle tâche. Des fois sans rien me dire, juste pour que je puisse continuer à poursuivre ma carrière.
mon rêve. Donc, grâce à eux, à chaque cheminement, à chaque progrès que j'ai, je sais que ce n'est pas seulement le mien, mais en fin de compte, c'est le nôtre. Donc, c'est ça. C'est gentil, ça. Merci. Et pour les jeunes francophones à Ottawa ou issus de l'immigration qui te regardent aujourd'hui, quel message tu voudrais leur envoyer? Je crois qu'il y a plusieurs messages que j'aimerais dire aux jeunes. Mais je crois qu'un des messages les plus importants, ce serait que peu importe ton background ou d'où tu viens, ça ne devrait pas déterminer où tu peux aller. Donc, je crois que dans plusieurs cas, il y a des jeunes où ils se voient dans des moments défavorisés, où ils se questionnent comme étant individus. Je crois que c'est important de savoir que il ne faut pas faire référence aux autres, mais faire référence à toi. Et savoir qu'à chaque moment, tu as la possibilité de grandir. Bien sûr, ça va prendre des sacrifices. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais il faut juste y parvenir, continuer. Si tu le veux vraiment, tu l'auras. Et ouais, je crois que ce sera le message que je donnerai. Une dernière question pour vous, M. Bangura. C'est une question un peu piège. Je sais que toi, tu suis la NBA, comme tu regardes les matchs. D'accord. Ouais. S'il y avait une équipe avec qui tu pourrais jouer qui a gagné le championnat dernièrement, quelle équipe est-ce que tu joindrais? Ça peut être les Bulls dans les années 90, les Lakers, n'importe qui. Je crois qu'il y a deux équipes. OK. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est les années 89. Tu connais l'équipe? Les Detroit Pistons. Les Detroit Pistons, avec Isaiah Ça, Thomas. c'est mon équipe d'enfance. Oui, mais c'est deux équipes de Detroit. Les 89 avec les Detroit Pistons et 2003-2004 avec Detroit Pistons. Est-ce que tu fais ça par exprès? Non. Parce que c'est vraiment une équipe. C'est sûr. Mais non, c'est vraiment une équipe que, honnêtement, ils ont eu beaucoup comment dire, de force quand ils ont joué. Quand ils ont battu les Lakers avec Shaq et Kobe, personne ne savait vraiment quoi dire parce que c'était une équipe forte défensivement. C'est vraiment mon jeu, le parcours défensif. Chauncey Billups, Ben Wallace, tous les grands joueurs qu'ils avaient sur cette équipe. Rasheed Wallace. Tayshaun Prince. Même moi, j'avais le masque quand j'étais au collège. Donc, je crois que c'est les deux équipes que j'aimerais beaucoup. Surtout cette époque, les deux époques-là, c'était avec la force que tu jouais. C'était brut. C'est le basket que j'aime. Je pense que tu fais ça exprès, là. Est-ce que tu penses que les Pistons vont gagner le championnat cette année? Ils sont dans les éliminatoires, by the way. On se garde les doigts croisés parce que ça va mal. ça va mal. Non, ils ont gagné dans les matchs. Ouais, j'ai vu, honnêtement, je t'aime fort. Je crois que non. Je crois qu'ils n'ont aucune chance. mais je crois qu'ils ont une bonne équipe. J'aime bien le jeune Cade Cunningham. J'aime bien Jalen Duren. Ils ont un bon All-Star Thomas. Ils ont un jeune sur le terrain qui s'appelle Jenkins aussi sur le banc. Ils ont une bonne équipe, mais l'équipe de Orlando est assez grande, assez forte. Et puis ils sont aussi bruts aussi. Donc, peu importe, l'équipe qui sortira va se faire battre par les Celtics. Donc, ça va. Ben voilà, vous avez la prédiction de M. Bangura. Et qui tu penses va gagner le championnat? Honnêtement, San Antonio. Ah, avec OK. Wembanyama. Oui, avec M. Wembanyama. Je sais qu'on est au Canada et puis Shea joue de façon très fantastique, mais je crois que Wembanyama, même comme étant un joueur professionnel, je crois que c'est la première personne et puis je ne vais jamais y admettre si je le vois en personne que si je le vois sur le terrain, je sais pas quoi faire. Je ne saurais pas quoi faire. Ouais, il est trop grand, il est trop doué, il est trop rapide, il sait shooter, il est très adroit. Honnêtement, ça serait 0 pour moi. Il avait dit que perdre la médaille d'or aux Olympiques en 2004 à l'équipe des États-Unis, ça doit vraiment changer sa mentalité. Puis il s'est remis au gym. Puis, anyway, on verra. Et si jamais les gens veulent que Steph et Big S font du play-by-play pour un match, on est dispo. On est dispo. On est là.
Eh bien, merci infiniment, M. Bangura, d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la conversation et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans ton parcours. J'espère que quand tu vas faire la NBA ou je sais pas quoi, là, que tu reviens nous voir ici à l'Hôtel de Ville ou même dans mon quartier parce que c'était vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Merci à vous, Stéphanie. Merci pour toute l'aide que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous faites avec la communauté, avec plusieurs de mes amis, comme hier, et puis les jours à venir. Et puis, je sais que c'est une année d'élection. Donc, si vous êtes dans les quartiers 12, s'il vous plaît, votez pour Stéphanie Plante. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Et merci aussi à toute l'équipe. Vous ne les voyez pas là derrière les caméras, mais on est vraiment reconnaissants que vous êtes là. Et merci aux gens qui regardent l'émission. À la prochaine fois.